Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il y a les enseignants qu'on n'arrive pas à recruter. Cette année encore, ils sont 1250 dans le premier degré. Et puis, il y a ceux qui démissionnent. Deux phénomènes qui se font écho et qui racontent un grand désenchantement. Sandrine Garcia l'a étudié. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Mag-Essel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, anniversaire et programme de français. C'est un 26 juin que naissait Aimé Césaire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, un très chouette concours organisé par le Clémy pour lutter contre les stéréotypes de genre. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons le cours particulier de Marie-Olivier. Elle vous raconte aujourd'hui le rôle des jésuites dans l'histoire de la pédagogie. Vous pensez n'en rien connaître, vous verrez qu'ils ont laissé tellement de traces que vous en savez en fait déjà beaucoup. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Évidemment, ils sont encore très minoritaires, les enseignants qui démissionnent, mais leur nombre augmente de façon exponentielle depuis quelques années. Et comme dans le même temps, le nombre de candidats au métier demeure nettement insuffisant, eh bien on se dit que l'attractivité de l'enseignement est fortement abîmée. Pour comprendre ce phénomène, on accueille aujourd'hui avec grand plaisir la sociologue Sandrine Garcia. Elle vient de publier aux éditions La Dispute « Enseignant de la vocation au désenchantement ». Sandrine Garcia, bonjour. Bonjour. Sociologue, professeur à l'Université de Bourgogne. Je précise que vous êtes intéressée spécifiquement à l'école primaire. Oui. Mais qu'on pourrait faire le même, ce sera peut-être le prochain volume où je ferai sur le secondaire peut-être. Peut-être pas, mais en tout cas, on a des processus analogues. Les récits que vous proposez, puisque cet ouvrage s'appuie notamment sur des témoignages, sont évidemment chacun singuliers, mais vous dégagez quand même des constantes et vous formulez un certain nombre d'hypothèses à partir de là. La première, peut-être celle qui traverse tout l'ouvrage, elle renvoie à une évolution de la gestion depuis les années 2000 et notamment l'influence de ce qu'on appelle le New Public Management. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une façon de gérer les professionnels. C'est une façon de rationaliser leur travail et de rationaliser les moyens qui sont investis au service de leur travail. Et donc, c'est un tournant qui a été pris, enfin c'est un mouvement de longue date, mais on a eu une radicalisation dans les années entre 2000 et 2010, avec un certain nombre de changements. Dans les changements très concrets, perceptibles à hauteur d'enseignants, à hauteur de salles de classe, qu'est-ce qu'il y a principalement ? C'est qu'avant, c'était un métier qu'on exerçait de manière finalement assez autonome et on est rentré dans un univers de contrôle. Je caricature trop ? Non, vous caricaturez pas trop. En fait, il y a un certain nombre d'obligations qui ont été imposées aux enseignants avec, pour des raisons tout à fait respectables, comme la loi sur le handicap, en fait tout un ensemble de dispositifs permettant de suivre les élèves à besoins particuliers. Les PPRE notamment. Voilà, les PPRE, les PAP, enfin il y en a toute une panoplie aujourd'hui. Ouais. Les PPS pour les élèves en situation de handicap, etc. Et en fait c'est un travail, c'est une obligation de suivi qui impose un travail de bureaucratisation important puisqu'on leur demande à chaque fois de rendre des comptes. Ça va de pair avec des réunions qu'il faut caser soit avant, soit juste après la classe, et qui mord forcément aussi sur d'autres temps, par exemple la préparation des cours, etc. Ce que vous dites, c'est très important, je vous cite, vous dites que ce sont des tâches moralement incontestables, mais pratiquement invivables. Et ça crée un malaise absolument terrible, parce qu'aucun enseignant n'ira dire je suis contre la scolarisation dans les meilleures conditions possibles d'un enfant handicapé. Ils sont pour. Mais c'est fait dans de telles conditions que c'est invivable. Tout à fait. C'est dans ce sens qu'ils sont en quelque sorte coincés. Ils n'ont pas de parole publique qui soit légitime sur ce point, parce qu'effectivement, on ne peut pas revendiquer de refuser les élèves en situation de handicap. Cependant, effectivement, dans les conditions de mise en œuvre, ça rend les situations non seulement difficiles, mais parfois très précaires. Et ils en souffrent, les enseignants, c'est ça que vous racontez. Ils en souffrent terriblement. Ils en souffrent énormément. D'ailleurs, ça revient tout le temps dans le livre et ça doit donner d'ailleurs une impression de monotonie. Voilà. Non, pas du tout. Alors, je le dis. Vous pouvez lire le bouquin, il n'est pas monotone du tout. Il y a plein de citations en plus. En tout cas, voilà, on retrouve ça beaucoup dans le matériel. C'est ça. C'est-à-dire, alors officiellement, il y a des aides, mais ces aides ne sont pas toujours disponibles. Et puis, il y a des élèves, on présuppose que tous les élèves sont scolarisables, tous les élèves ont... Alors là, on parle bien de la situation handicap, oui. Voilà, sont scolarisables. En fait, on ne le sait pas, c'est un postulat de départ, que plus
soient scolarisables, peut-être, mais que tous soient scolarisables dans des bonnes conditions à la fois pour eux aussi, parce qu'on ne sait pas non plus si c'est toujours profitable pour les élèves. Voilà. Ouais. Et pour les enseignants, ça c'est un postulat philosophique de départ qui est respectable comme toute vision philosophique, mais qui est... Voilà. Ça se heurte un tout petit peu à la vraie vie. Et alors, renforcement du contrôle, renforcement de toutes ces tâches, ces divergences entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on n'a pas les moyens de faire finalement, mais aussi, dans cette période, on va dire depuis une vingtaine d'années, beaucoup parlent de l'attitude des cadres, les inspecteurs notamment, ils en prennent vraiment pour leur grade, avec des rapports hiérarchiques qui se durcissent. Oui, après, c'est vrai que moi, j'ai enseigné sur des gens qui démissionnaient, donc ils ont plus souvent que d'autres sans doute rencontré des inspecteurs qui avaient ces attitudes managériales, une adhésion très forte au modèle de la nouvelle gestion publique, mais tous n'ont pas été, harcelés par des inspecteurs. Cependant, c'est la partie, effectivement, ça revient beaucoup dans le matériel. Enfin, pas tous, mais... Pas tous. Il y en a qui sont partis pour d'autres raisons. Et notamment, justement, des raisons de situations qui sont impraticables, insoutenables de travail, avec des élèves. Ils n'arrivent plus à se regarder dans le miroir le matin en disant trop d'élèves par classe, des élèves en situation de handicap, des doubles niveaux ou des triples niveaux parfois, des débutants qui sont qui sont jetés comme ça, c'est une expression qui revient dans la fosse au lion, avec une formation tout à fait... Alors on va en parler si vous le voulez bien, juste après l'anti-sèche de cette question-là de la formation. Je cite un extrait de l'introduction de l'ouvrage. Les enquêtes révèlent des sentiments profonds de dégradation des conditions de travail, de dévalorisation du statut, de stress, d'absence de soutien de la part de la hiérarchie et une augmentation des risques psychosociaux malgré la persistance d'un fort sentiment d'utilité sociale. On va continuer à parler de cette tension avec Sandrine Garcia juste après l'anti-sèche chez Maguessel. L'anti-sèche, c'est, vous le savez, la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Actualité anniversaire, nous sommes le 26 juin et c'est un 26 juin, en 1913 précisément, que naît en Martinique Aimé Césaire, le poète de la négritude. C'est un terme qu'il invente et qui a d'ailleurs souvent été mal compris. Vous allez nous raconter son histoire. Oui, auteur, poète, dramaturge et homme politique français qui a en effet beaucoup écrit sur la culture et l'identité noire. Alors il naît dans une famille modeste en Martinique où il effectue toute sa scolarité avant d'obtenir une bourse pour pouvoir venir faire ses études à Paris. Études brillantes au lycée Louis-le-Grand où il entre en Hippocagne et où il rencontre notamment un certain Léopold Sédar Senghor qui sera son ami toute sa vie. Aimé Césaire est ensuite admis à l'école normale supérieure. Paris, où il rencontre beaucoup de membres de la communauté noire, des écrivains, des poètes de la Renaissance de Harlem, qui est ce mouvement de renouveau de la culture afro-américaine, des jazzmen, et ça l'amène bientôt à créer un journal avec des amis étudiants. Oui, il y avait une ouverture à toutes les cultures du monde présentes à Paris à ce moment-là. On est dans les années 1935, et en effet, avec ses amis, Aimé Césaire fonde la revue L'Étudiant Noir, et c'est dans ce journal qu'il emploie pour la première fois le mot négritude, un terme qui désigne pour lui, je cite, la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. En fait, ce terme était pour lui une manière de lutter contre le mépris et le racisme même du mot nègre. Dans ses poèmes, Aimé Césaire lutte d'ailleurs contre le racisme et le colonialisme, défend les opprimés, il est connu pour tout cela. Oui, son premier ouvrage sort en 1939, Cahier d'un retour au pays natal, qui lui vient alors qu'il n'est pas du tout en Martinique, il est en Croatie à ce moment-là, et il aperçoit au loin l'île de Martinica, dans laquelle il reconnaît justement sa Martinique natale. Cahier d'un retour au pays natal est un long poème en prose dans lequel il revendique son identité noire et sa culture. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Extrait de ce long poème que l'on trouve dans les manuels scolaires en cours d'histoire ou de français. Alors Césaire écrit également beaucoup sur la colonisation et ses méfaits. Il écrit d'ailleurs un pamphlet anticolonial, Discours sur le colonialisme, dans lequel il refuse l'équation des colonialistes qui dirait que colonisation égale civilisation. Et ce texte aussi, je l'ai trouvé dans tous les manuels d'histoire. Poète engagé, si bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, il décide de se lancer en politique, poète et essayiste. Oui, il a eu plein de vies. Alors, il a été député de la Martinique pendant 48 ans. C'est un record de longévité parlementaire. Il a également été le maire de Fort-de-France de 1945 à 2001. Et alors, ses amis, dont j'ai pu consulter les interviews, racontent que c'était pas vraiment une vocation, la politique. En fait, c'était un devoir. Ce qu'il voulait, c'était servir son peuple, faire avancer leurs droits. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, écrivait-il dans son cahier
cahier d'un retour au pays natal. Alors pendant toute sa vie politique, Aimé Césaire n'a cessé d'écrire des poèmes, des essais, mais aussi des pièces de théâtre. Une tempête, Une saison au Congo ou encore La tragédie du roi Christophe, toutes les trois des pièces engagées sur la question de la race. Il meurt à l'âge de 94 ans en 2008, c'était il n'y a pas si longtemps, en Martinique. Et on lit à son enterrement un des derniers poèmes qu'il ait écrit à l'âge de 90 ans. Je voulais vous le lire parce qu'il est très beau. Avance, laisse à l'horizon s'assoupir la caravane des mornes et les dernières strophes. Que ton fil ne se noue, que ta voix ne s'éraille, que ne se confinent tes voix. Avance. Merci beaucoup. Vous avez été touché par votre rencontre avec cette œuvre. Tout à fait. Et bien ça se sent. Et ben merci beaucoup. On se retrouve pour la récré tout à l'heure. Sandrine Garcia, Grand Oral. Ça me fait encore sourire le principe de la méritocratie, la réduction des inégalités. Voilà, c'était magnifique sur le papier, j'y croyais dur comme fer, et puis finalement, on se retrouve sur la réalité du terrain et on se dit que c'est comme si on nous avait un petit peu mis de la poudre aux yeux. Extrait d'un témoignage de Charline qu'on trouve dans l'ouvrage de Sandrine Garcia, enseignante qui a démissionné, comme toutes les enseignantes que vous avez, enseignants et enseignantes d'ailleurs, que vous avez interrogées, et qu'on trouve dans cet ouvrage qui est sorti tout récemment à la Dispute, enseignants de la vocation au désenchantement. Ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est que les enseignants que vous faites parler, c'est avant tout des profs qui y croient, mais super fort, hein. Ou qui y croyaient du moins, super fort. Oui, tout à fait. C'est plutôt des gens qui ont une haute image du métier. Très haute. Très engagés. Je me suis presque dit un mot trop haute, quoi. Il faut... Bon, voilà, non mais je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Et sans... peut-être que sans cette image, il y en a qui font des compromis qu'on a... Voilà, on a l'impression que c'est sans compromission possible. Ils font des compromis, mais il y a des compromis auxquels ils ne veulent pas renoncer. Souvent, c'est transmettre des savoirs, apprendre aux élèves. Parfois, ils rencontrent des cadres qui leur disent « cet élève-là, s'il est déjà assis, c'est déjà bien. Il ne faut pas attendre plus. » Et ça, c'est insoutenable. Ils ne peuvent pas ça. Ça, ils ne peuvent pas l'entendre. Donc, ils ont quand même cette ambition de transmettre des savoirs qui les réunit. Et qui les réunit, quelles que soient leurs convictions ou leurs pratiques pédagogiques d'ailleurs. Parce qu'il y en a certains qui sont plutôt attirés vers les mouvements type Freinet, etc., méthodes actives, mais d'autres qui sont plutôt, on le sent, dans des... en tout cas, j'ai l'impression en vous lisant, dans de la pédagogie frontale, j'allais dire classique. C'est pas le sujet. Oui, tout à fait. En fait, on a des enseignants qui sont convaincus de ce qu'ils font et du sens du métier et de la valeur de l'école, qui accordent une grande importance à la valeur de l'école, ce qui s'explique aussi parfois par leur trajectoire, mais qui effectivement peuvent se retrouver dans des types de pédagogie complètement opposés, comme Freinet, ou des pédagogies de type qu'on appelle aujourd'hui explicite. Sans que ça les sauve pour autant, tout le monde se retrouve finalement à un moment donné pris dans les... Ils sont tout autant contrôlés par leur cadre, que ce soit de la pédagogie Freinet ou de la pédagogie explicite. C'est très aléatoire, c'est très arbitraire. Contrôle des cadres qui vivent extrêmement mal. Vous faites, je ne l'ai pas encore dit, témoigner des enseignantes et des enseignants qui sont là depuis longtemps, mais aussi des débutantes et des débutants. On voit quand même que l'entrée dans le métier, c'est une zone à risque. Tout à fait. C'est une zone à risque parce qu'ils n'ont pas tout un capital de méthodes, de ressources pédagogiques qui leur donnerait une autonomie au moins pédagogique, qui leur permettrait de maîtriser au moins les situations de classe. Donc ils sont fragiles de ce point de vue-là. La formation, on pourrait revenir. Allons-y. Ils ont une formation qui est relativement... en fait, ils y trouvent des choses utiles, parfois. Mais c'est une formation qui reste, très éloignée de leurs besoins. Étant donné que les difficultés matérielles et les conditions de travail créent des situations d'urgence à flux tendu, où les classes sont difficiles à tenir pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure, élèves très perturbateurs, etc., etc. Du coup, ils ont besoin de quelque chose d'immédiat. De trucs, de quelque chose que je peux utiliser tout de suite dans la salle de classe. Et quand on leur dit réflexivité, pourtant ce ne serait pas plus mal non plus aussi qu'il y ait cette réflexivité. Donc c'est quoi, ça rend de phasage de la formation? La réflexivité, ça suppose du temps. Ça suppose la possibilité de prendre du recul, de prendre du temps, de ne pas être dans l'urgence, de ne pas être dans le stress, de ne pas être dans l'angoisse. Or, ils sont toujours mis dans des situations anxiogènes. Ne serait-ce que la formation, ça change tout le temps, donc je vais parler de l'état de la formation au moment de l'enquête, mais à mi-temps dans une classe, à mi-temps formation, ça veut dire que l'institution ne prévoit aucun temps pour préparer la classe. Or, une classe, ça se prépare. Et surtout, sans doute dans le secondaire aussi, mais en primaire, parce qu'on a quand même ces 24 heures ou 27, je ne sais jamais devant les élèves, on y est tout le temps. Et les premières années, c'est un travail de dingue. Tout à fait. C'est plusieurs heures pour une heure de
pour 1 heure d'enseignement. Certains disent aussi qu'il y a un impensé du modèle pédagogique qui est proposé en formation, c'est qu'au fond, ce qui va marcher, ce qu'on leur vend, c'est des trucs qui vont marcher pour les élèves des milieux favorisés finalement, et pas pour les autres. Et donc ça froisse aussi leur envie d'enseigner à toutes et à tous. Oui, tout à fait. Bon, ça c'est l'influence, on ne va pas en débattre, c'est pas le lieu, mais c'est aussi l'influence de ce qu'on appelle couramment le socio-constructivisme qui suppose de partir de l'élève, etc., mais qui fonctionne sans doute mieux dans des conditions matérielles beaucoup plus confortables. Il n'est pas dit que ça ne fonctionne jamais, enfin on ne peut pas le dire, mais en tout cas ça suppose des conditions matérielles et ça suppose surtout des élèves qui ont déjà acquis un certain nombre de dispositions, notamment l'appétence, apprendre, la concentration. Il faut que les bases soient là en somme. Voilà, c'est ça. Et pour le dire de manière, là encore, sans doute caricaturale, c'est plus facile dans des élèves avec des enfants nés dans des milieux où il y a déjà de la culture, et souvent ça fonctionne avec des milieux où il y a aussi des moyens économiques, etc. Tout à fait, ça fonctionne très bien avec des élèves qui sont déjà en partie enseignés par leurs parents. Un prof, ça change la vie pour toute la vie, c'est le slogan qui a été retenu par l'Éducation nationale pour sa campagne de communication en 2023. Alors est-ce que ça suffira à rendre son attractivité au métier? On va poser la question à Sandrine Garcia juste après la récré, mais nous on a une récré et c'est avec Emma. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Remise de vos émotions avec Césaire. Ouais. Super. C'était beau. Mais oui, c'est super beau. On me donnait envie j'allais dire de le relire, ça fait très chic, mais de le lire en fait, parce qu'en fait j'ai lu certaines œuvres, mais pas tout le recueil, notamment dont vous nous citiez des extraits. Vous nous parlez aujourd'hui d'un super concours organisé par le Clémy. L'objectif est de lutter contre les stéréotypes de genre. Absolument, ça s'appelle le concours Zéro Cliché, donc pour l'égalité filles-garçons. Record de participation cette année, à l'occasion de la 11e édition. 6000 élèves qui ont envoyé donc leur projet avec 3 catégories. École, collège, lycée. 6000. Ouais. Il y avait combien de prix, Alors 10. Donc, ah oui, c'est pas énorme. Voilà, pas énorme. Donc 3 grands prix, 3 coups de cœur, 4 mentions spéciales, donc 10 prix au total. Il fallait au moins ça parce que les projets étaient très nombreux et ça a été très difficile pour le jury de tous les départager. Alors l'idée, c'était bien sûr de réfléchir aux stéréotypes de genre et ceux qu'on ait 6 ou 17 ans. Les plus petits ont par exemple gagné le prix école avec une affiche sur laquelle sont représentés une fille et un garçon. Et donc Maïwen, 9 ans, à l'origine de ce projet, raconte: nous nous sommes demandé comment associer des noms à des prénoms, par exemple Jules, Sarah, bagarreur calme. On en a conclu que Sarah pouvait être bagarreuse et Jules calme, et on a appris le mot stéréotype. Et oui, alors les plus grands, les plus âgés se sont attaqués à des sujets graves, des sujets lourds. Je crois qu'il y avait le viol, par exemple. Il y avait le viol, tout à fait. Des lycéens ont réalisé un podcast sur le viol qui a reçu le prix coup de cœur du jury dans la catégorie lycée. En fait, l'idée, c'était d'interroger leurs camarades sur ce qu'est un viol, sur sa définition et sur le nombre de viols chaque année. Et en fait, à travers ces questions, les élèves se sont rendus compte que certains n'avaient absolument aucune conscience de l'ampleur de ce phénomène. Donc ça sert aussi à ça, à faire bouger les mentalités. Ça fait réfléchir et puis voilà, on peut que saluer une belle initiative comme ça dans l'heure de la récré. Vive le Clémy. Voilà. Merci beaucoup Emma. Sandrine Garcia, enseignant de la vocation au désenchantement. La sociologue Sandrine Garcia, invitée de la quotidienne à l'occasion de la sortie de son livre « Enseignant de la vocation au désenchantement ». Je crois que vous ne l'avez pas vu, la campagne du ministère à laquelle je faisais référence juste avant la récré. Mais il y a cette idée de, on veut vendre le métier en disant, vous avez changé la vie de certaines personnes et c'est génial et vous bénéficiez de leur reconnaissance. C'est des arguments que des enseignants tels que ceux que vous avez ou des enseignants tels que ceux que vous avez entendus pourraient entendre ? Non, non. Enfin, ils sont forcément sensibles aux élèves, au rapport avec les parents d'élèves, etc. Bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, ce qu'ils attendent, c'est pas, c'est pas des grands propos de ce type. C'est une véritable reconnaissance qui se manifeste par des actes concrets. Et alors, quand on dit reconnaissance qui se manifeste par des actes concrets, il y a le salaire, mais pas seulement vous parlez beaucoup plus, et eux parlent beaucoup plus du contexte de travail. Tout à fait. Encore plus que de la rémunération. Tout à fait. Le salaire, évidemment, c'est une reconnaissance. On ne va pas dire le contraire. Et de ce côté-là, ils sont demandeurs. Mais ce qui joue aussi beaucoup dans le sentiment d'absence de reconnaissance, c'est la manière dont l'institution les traite. Et on a presque envie de dire les maltraite. C'est-à-dire attend d'eux des choses, parfois qu'ils remplacent un collègue absent tout en faisant leur propre travail. Et en même temps, c'est à peine si on leur dit merci, mais ils n'ont jamais de gratification. Et les gratifications, elles sont rhétoriques, elles sont verbales, mais elles ne sont pas suivies d'actes qui permettent, par exemple, qui peuvent consister à les arranger lorsqu'ils ont besoin de prendre une journée. J'avais l'exemple d'un enseignant qui avait besoin de partir à l'enterrement d'un ami. Il a dû
entre guillemets, bidouiller pour avoir l'autorisation de son inspectrice, parce que, alors, parce que c'était pas considéré comme légitime, il y a zéro souplesse, zéro accompagnement. Aucune souplesse. Par contre, on leur demande à eux un maximum de souplesse, de flexibilité, de dévouement. C'est que du sens unique. C'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a rien en contrepartie, aucun arrangement. Pas de contrepartie, et on les culpabilise, ou du moins eux se sentent culpabilisés en permanence, aussi bien par l'administration, par ce type de demande, que par la difficulté à réussir à transmettre des savoirs aux élèves quand on met des classes qui sont très compliquées à gérer. Ils sont coupables. Ils sont culpabilisés même des fois frontalement et verbalement. C'est-à-dire que l'exemple de cette enseignante... qui se fait humilier par une inspectrice, mais qui ensuite c'est la même qui a un rapport plutôt cool. Oui, c'est ça. C'est complètement dingue. Elle se fait laminer à l'oral, mais on ne va pas laisser de traces de la maltraitance. C'est ça. Donc le rapport dit tout va bien. C'est ça. Il y a une espèce de... l'inspectrice qui l'a humiliée se méfie des traces, mais en même temps, à l'oral, systématiquement, elle se fait... Elle la dévalorise. Elle se fait humilier. Elle se fait humilier vraiment très fortement. À chaque fois, on la fait fondre en larmes, et on continue, etc. J'ai eu aussi l'impression que les inspecteurs ou les inspectrices qui étaient, engagés dans ce type de rapport avec les enseignants ne se rendaient pas compte à quel point aujourd'hui ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens de retenir les enseignants. Se comporter comme ça, c'est possible quand ils avaient affaire à ils ont affaire à des gens qui n'ont pas le choix. Ouais. Mais dès que les gens ont un peu de ressources, et c'est le cas d'une partie de l'échantillon. Alors souvent des ressources parce qu'un mari ou une femme qui gagne suffisamment bien sa vie pour pouvoir se permettre de prendre le risque d'une reconversion. Ou c'était déjà des gens reconvertis, qui sont venus faire un saut et qui s'en vont. Voilà, et qui étaient tentés par le métier, qui vont reprendre leur ancien métier en se disant finalement, j'imaginais pas que c'était horrible et je vais prendre... Et alors ce qui est dingue, c'est que l'Éducation nationale manque d'enseignants, mais quand ceux-là qui y croient quand même, alors ils sont fatigués, épuisés, ils disent qu'ils démissionnent, l'administration prend acte. Elle n'essaye même pas de les retenir. Oui, tout à fait. Ça fait partie de cette espèce de... C'est pas, on va en parler 5 minutes, t'es sûr, on va te faire une formation, c'est... Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça participe à leur donner le sentiment qu'ils ont eu raison de démissionner et à leur désenchantement. Ils ont vraiment l'impression... Beaucoup m'ont parlé de n'être qu'un pion, un numéro. C'est quelque chose, des expressions qui revenaient tout le temps. Mais effectivement, et ça participe à cet esprit gestionnaire dont on parlait à propos de la nouvelle gestion publique. C'est une ressource, on barre un nom. C'est devenu uniquement un moyen au service d'objectifs qui est de mettre des élèves, des enseignants devant les élèves. Ouais. Voilà. Peut-être qu'il y a aussi un peu de souffrance du côté de certains inspecteurs ou de chefs d'établissement, directeurs d'école. On peut en faire l'hypothèse. Ça vous ferait un autre sujet super, ça, quand même. Je pense absolument. Les inspecteurs, je pense que c'est très difficile pour eux. Ils n'aiment pas tous faire ce qu'ils font, quand même. Non, je pense. Et puis, il y en a toute une partie, c'est pas ceux que je retrouve dans mon échantillon, mais qui protègent les enseignants, au contraire. Mais en tout cas, ils ne sont pas forcément représentés. Voilà, je voulais qu'on termine là-dessus. Je sais qu'ils existent. Et sur les démissions, pour finir aussi, je n'ai pas donné les chiffres parce qu'effectivement, ils sont modestes, mais le chiffre qui est spectaculaire, c'est que ça a été multiplié par 10 en quelques années. 0,3 à 3%, très brutalement. C'était 3% au moment de l'enquête parmi les stagiaires. Mais 15 ans avant, c'était 0,3. Oui, donc, tout à fait. Spectaculaire. Si vous voulez tout savoir, tout comprendre de la sociologie super vivante et extrêmement édifiante, enseignant de la vocation au désenchantement de Sandrine Garcia, c'est à la dispute. Merci beaucoup. Cours particulier maintenant, Marie-Olivier, on va aller chez les jésuites. Cours particulier, notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On voyage dans le temps ou dans l'espace autour de la pédagogie, aujourd'hui dans le temps, puisqu'on va partir à la rencontre des jésuites qui ont une influence éducative extrêmement importante, et je parle au présent. Exactement, pour cela on se plonge dans le XVIe siècle et plus précisément en 1540, année durant laquelle est fondée à Rome la Compagnie de Jésus, fondée par Ignace de Loyola. On va rappeler pourquoi il la fonde d'ailleurs, cette compagnie. Oui, alors on est juste après le Moyen-Âge et un grand mouvement humaniste va croissant à travers l'Europe. Et en fait, cela pose problème à l'Église et à la papauté qui voient une menace pour ses idées. Donc l'idée d'Ignace et de ses compagnons, c'est de christianiser l'humanisme. Ignace de Loyola, qui est un gentilhomme basque. Un gentilhomme basque, effectivement, qui fait la guerre et s'est blessé. Donc, en fait, il passe longtemps en convalescence où il lit alors de nombreux récits, notamment de nombreux sur les croisades. Et son idée, en fait, c'est de reconquérir l'humanisme avec une vision religieuse en donnant aux jeunes croyants des forces pour
qu'ils soient plus efficaces et convaincants au sein de la société. Ce n'est donc pas une croisade au sens classique, mais on pourrait dire que c'est une croisade intellectuelle. Avec ce projet de former des jeunes religieux catholiques. Exactement. À la base, c'est vraiment destiné aux jeunes catholiques. C'est du catéchisme, en fait. Et le premier collège ouvre à Messine en 1548, donc seulement 8 ans après la fondation de la Compagnie de Jésus. L'aventure éducative jésuite commence et elle est alors très inspirée du modus parisiensis, la manière de Paris. C'est quoi la manière de Paris ? La manière de Paris, en fait, Ignace et ses compagnons, la plupart espagnols d'ailleurs, ont étudié à l'Université de Paris, qui est une organisation prestigieuse à l'époque, où ils ont appris des manières d'enseigner et des pédagogies. Et donc, en fait, ils s'inspirent de ça et ils mettent d'ailleurs en place une forge éducative à côté de Montmartre, à Paris. Donc, l'idée de l'enseignement jésuite, c'est vraiment d'être dans le monde, de former des individus dans la religion et d'aider son âme et celle de son prochain. Et pour ça, ils n'étudient pas seulement la théologie, même si l'objectif, c'est de faire des religieux. Non, ils étudient un tas de choses, dont les humanités, la logique ou encore la philo. Et comme l'éducation jésuite rigoureuse a une très bonne réputation à l'époque, eh bien, les collèges ouvrent rapidement à des familles non jésuites qui veulent la meilleure éducation possible pour leurs enfants. Ouais, éducation rigoureuse, pardon, je vous reprends là-dessus, parce qu'il y a une pédagogie spécifique. Oui, alors, c'est pas une pédagogie à proprement parler. En fait, Ignace n'est pas un pédagogue, mais il essaie d'appliquer et de théoriser, de rationaliser ses théories. Et entre 1540 et 1599, la Compagnie de Jésus expérimente beaucoup en matière d'éducation, jusqu'au Ratio Studiorum, ça veut dire plan d'études, qui sort en 1599. C'est un écrit qui théorise l'éducation jésuite. Et en 1599, il faut savoir qu'Ignace de Loyola est déjà décédé depuis une quarantaine d'années. Voilà, sauf que cet enseignement, lui, survit, et ce Ratio Studiorum, j'y arriverai, qui est un texte extrêmement important, c'est pas non plus un plan d'études extrêmement strict, c'est des principes. C'est ça, c'est des principes, c'est une organisation, c'est pas du tout un programme. C'est assez nouveau d'ailleurs pour l'époque que ce soit une organisation comme ça. Il y a une grande marge de manœuvre qui est laissée aux recteurs et aux professeurs. Ces principes, le premier, c'est une vie équilibrée. Exactement, une vie équilibrée, c'est vraiment une idée d'Ignace, qui trouve que le travail intellectuel est parfois excessif et pesant et qu'il faut laisser une place au corps à côté de l'âme. Donc il encourage l'exercice physique, mais aussi les récréations. La santé aussi est très prise au sérieux. Il faut vraiment s'accorder des pauses pour ne pas être submergé par le travail intellectuel. Oui, parce que ce travail intellectuel est d'un très très haut niveau, très exigeant. Oui, exactement. Les jésuites sont considérés comme les intellectuels de la religion et l'enseignement est très dense. L'idée, c'est vraiment de former les meilleurs esprits de la cité pour faire rayonner le collège. Dans leurs sources d'inspiration aussi, l'Antiquité et le rapport de l'Antiquité avec l'art oratoire. Exactement. Les influences intellectuelles sont nombreuses. Il y a effectivement l'Antiquité, mais aussi le Moyen-Âge et bien sûr la doctrine papale. Tout cela contribue à exercer leur esprit critique et à remettre en question l'opinion commune. Surtout que, comme vous le disiez, les élèves font de la rhétorique avec la disputatio. Disputatio, dont on a reparlé il n'y a pas longtemps au moment du grand oral, la création du grand oral d'ailleurs. Exactement. La dispute, la disputatio qui est pratiquée dans les collèges, mais aussi dans d'autres établissements scolaires, pas que dans les collèges jésuites. Mais les jésuites y accordent une attention toute particulière. Ils font en sorte que l'élève travaille lui-même, qu'il s'exerce à mettre en œuvre et qu'il crée à son tour. Donc, par exemple, chaque dimanche, après le repas de midi, alors déjà, il y a des affiches qui sont collées pour faire de la communication. Ouais. Un étudiant de chaque classe des arts ou de théologie soutient une thèse devant tout le monde. Et donc, ça sert aux autres qui apprennent des choses, mais aussi ça sert à un débat qui s'instaure ensuite entre les différents participants. Alors en fait, un des grands principes, c'est qu'on fait beaucoup d'exercices, on expérimente énormément dans cette pédagogie. Oui, exactement. D'ailleurs, Ignace de Loyola avait sorti un livre qui s'appelait « Les exercices spirituels ». On laisse vraiment les élèves expérimenter, ils apprennent à être élèves, comme les enseignants, en fait, apprennent eux aussi à être professeurs tout en enseignant. Et ce sont aussi les jésuites qui inventent la classe, en tout cas le groupe, au sens du groupe classe. Exactement, le groupe classe est créé, donc ça favorise l'émulation selon les jésuites, mais les classes sont grandes. Alors l'enseignant donne des consignes souvent et désigne des élèves qui transmettent à leurs camarades. Et dans les joutes d'art oratoire aussi, on fait en sorte qu'il y ait des équipes. Donc souvent, il y a 2 équipes de 10 élèves qui s'affrontent. Et puis, une autre modalité, c'est que le cursus est progressif. Donc par exemple, au bout de 3 ans de philo, on aborde seulement la métaphysique. On n'aborde pas ça dès la première année. Voilà, alors on a pu attraper des tas de bribes qu'on retrouve après, mais en fait la grande idée c'est que cette éducation jésuite elle a eu une influence considérable dans les siècles suivants et notamment sur l'école républicaine. Exactement, ouais. Et les jésuites arrivent dans un univers qui se transforme à l'époque, donc à l'heure où l'université est déclinante, et ils inventent une nouvelle structure, la faculté des arts,
qui devient ensuite un collège détaché de l'université, comme le collège de la Sorbonne. Et au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a beaucoup de collèges qui deviennent des collèges jésuites, et l'enseignement en externat permet en fait aux enfants les moins favorisés de disposer d'une éducation de grande qualité. Merci beaucoup de nous avoir fait ce point sur le studio Ratio Room, j'y arriverai enfin. Ratio Studio Room. Ratio Studio Room, j'y arriverai pas. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont une influence importante, les jésuites, et pas seulement dans les établissements qui se réclament aujourd'hui de cet ordre religieux. Marie, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage à Colline Hamel, à Marine Plantèche pour la préparation de l'émission. Elle était assistée par Emma Frari, Saïd Mamou pour le son, réalisation Xavier Sanchez, spécial dédicace Haute-Kini. Vous restez sur School TV et vous retrouvez la quotidienne H24 sur Internet et sur les réseaux sociaux.